Au moins un repas au quotidien de bonne qualité et en quantité suffisante pour chaque scolaire. Promesse du chef de l'État pour bouter la faim hors de nos écoles d'ici à 2023. Les membres du comité technique se concertent ce matin pour une mise en œuvre réussie de cette initiative présidentielle pour la nutrition. À suivre également à la une le projet Covid de l'Église catholique, plus d'1 milliard de francs CFA pour sauver les déplacés internes et personnes vivant avec un handicap de la pandémie de la maladie à coronavirus. Et puis le Liban en attente des secours au lendemain de la double explosion meurtrière qui a fait au moins 137 morts et plus de 300 000 sans-abri. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Il y aura à manger à l'école. C'est la promesse faite par le président du Faso. D'ici à 2023, au moins, un repas de bonne qualité et en quantité suffisante sera servi chaque jour à tous les scolaires. Cette initiative présidentielle pour une meilleure nutrition en milieu scolaire s'appuie désormais sur un cadre technique. Les membres de ce comité sont en concertation depuis ce matin à la primature. On en saura plus avec Daouda Ouattara et Fousseni Kindo. Définir la stratégie la mieux indiquée pour rendre opérationnelle l'initiative présidentielle pour la nutrition, cette rencontre de ce jeudi réunit donc les acteurs concernés. Et pour ces acteurs, il faut identifier et travailler à lever les principales contraintes qui limitent l'atteinte des objectifs. Mais l'amélioration de la gouvernance des cantines scolaires est un impératif. Le bureau de suivi a pour mission non seulement de suivre comment les choses se mettent en place, mais surtout d'identifier quels sont les problèmes qui se posent, quelles sont les solutions, recommander leur mise en œuvre et accompagner les acteurs dans la mise en œuvre. La rencontre de ce matin va donc s'atteler à une mission précise, celle de travailler à une synergie d'action de toutes les composantes. De façon spécifique, elle permettra à toutes et à tous, ici présents, de s'approprier la stratégie d'opérationnalisation de l'initiative présidentielle, de proposer au comité de coordination et d'orientation une feuille de route pour l'opérationnalisation de l'initiative présidentielle. Le comité ainsi commis à la tâche de réflexion sera mieux outillé sur le terrain pour coordonner les actions afin d'éviter des déperditions de ressources qu'on a parfois connues et qui font que des cantines ne marchent pas bien ou de rendre effectif leur engagement. Élan de solidarité de Larlé Naba Tigré, champion national de la nutrition, il se fait le devoir de donner à manger aux plus démunis 3 fois par semaine et ce durant 3 mois. L'opération a pris fin hier avec en somme 3350 bénéficiaires issus des 12 arrondissements de Ouagadougou. Plus de précisions avec Ali Doubadine et Marguerite Douagno. La résidence du Larlé Naba Tigré à Ouagadougou qui refuse du monde ce jour 5 août, l'ambiance est festive. C'est certes jour d'indépendance, mais la mobilisation de cet après-midi, c'est pour un devoir de redevabilité. En effet, l'opération de distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables de la ville de Ouagadougou, lancée il y a 3 mois, prend fin. Et pour l'initiateur de cette action humanitaire, c'est une coïncidence divine. Je pense que c'est Dieu aussi qui fait tout qui bonifie, qui bénit toute action en son temps. Et 5 août, c'est la date de l'indépendance de Burkina Faso. On ne saurait être indépendant si vraiment on ne peut pas soi-même se nourrir, si on n'a pas des frères et des sœurs qui pensent à l'intégrité des hommes, qui pensent à la dignité des hommes et vraiment sans qu'ils ne mendient. L'initiative lancée le 2 mai dernier a permis de donner à manger à 3350 personnes 3 fois par semaine, soit 40 fois en 90 jours. Et en tout, ce sont 134 000 kits qui ont été distribués. Nous appelons toujours les financiers et tous les bailleurs de cette initiative de continuer avec lui, parce que c'est un exemple pour nous tous. L'action menée par le Larlé Naba est rendue possible grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires. Une synergie pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, que le gouverneur de la région du Centre félicite au nom du président du Faso. Nous avons assisté à une manifestation extraordinaire, une manifestation inédite
de solidarité. Je voudrais, au nom du président du FASO, le remercier justement pour cette manifestation extraordinaire de solidarité-là et lui dire que, en tout cas, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous leur demandons d'aller auprès de leurs amis et partenaires pour continuer de nous aider avec la nourriture, car nous sommes dans le mois d'août et c'est le mois de soudure. Et comme pour répondre à leur inquiétude, le champion national de la nutrition promet que l'opération humanitaire sera rééditée chaque année et cela durant 6 ans. Mais en attendant, l'aide alimentaire se poursuit avec plusieurs tonnes de riz et de farine de maïs remises par 2 partenaires au profit des arrondissements de la ville de Ouagadougou et qui sont distribuées séance tenante. Le mariage d'enfants, une triste réalité au Faso malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer mise désormais sur la presse pour porter haut son message. Une 50aine de journalistes sont actuellement à l'école du traitement de l'information contre le mariage d'enfants au Burkina, formation à l'issue de laquelle un réseau de journalistes et communicateurs contre le mariage d'enfants sera mis en place. Compte rendu signé Roger Kam et Caroline Ouaré. Les causes, les conséquences, l'ampleur et le cadre juridique du mariage d'enfants au Burkina Faso, c'est les articulations de la formation à laquelle prennent part ces hommes et femmes de médias. Le phénomène sévit au Burkina avec un taux de prévalence de 52%, classant le pays 5e au rang mondial. Ce rang, qui est peu honorable pour notre pays, interpelle nos consciences et appelle de la part de chaque Burkinabé, et particulièrement des hommes et des femmes de médias, un engagement et une détermination à contribuer à l'atteinte de la tolérance zéro de cette pratique. Cette session fait suite à celle de Zignaré tenue en octobre 2019. C'est l'initiative du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer au sigle GALO, un groupe fortement soutenu par l'épouse du président du Faso. Le groupe compte sur la force de dissémination de l'information des journalistes et communicateurs du Burkina. Au-delà de la sensibilisation permanente qui est adressée aux populations, aux femmes notamment, il fallait également impliquer les acteurs, les hommes et femmes de médias pour aider à relayer l'information et la bonne information. Parce que vous, dans vos formations diplômantes, professionnelles, vous avez une technique spéciale à faire passer en tout cas des messages assez spéciaux pour interpeller la conscience nationale. La session est prévue pour durer 2 jours. À la fin des travaux, un réseau de femmes et hommes de médias contre le mariage d'enfants devrait être mis en place pour aider à contrer le phénomène. Je le disais en début de journal, l'Église catholique met la main à la poche. Plus d'1 milliard de francs CFA pour épargner les personnes vulnérables, déplacées internes et personnes vivant avec un handicap des risques de propagation de la maladie à coronavirus. Le projet conduit par Okades Kopela couvre 15 diocèses à forte concentration de déplacés internes. Tanga Kafando. Ces personnes malvoyantes reçoivent des téléphones portables munis d'une puce contenant des messages de sensibilisation sur le Covid-19 des mains de l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kopela. Emmanuel Béré, chef du ménage vulnérable, lui reçoit un kit d'hygiène. Comme eux, ce sont plus de 3000 personnes vulnérables et en situation de handicap qui seront touchées par le projet de riposte contre le Covid-19 de l'Église catholique du Burkina, un projet conduit par l'Ocades Caritas Kopela et qui va concerner 8 des 15 diocèses du Burkina. L'Église famille de Dieu au Burkina Faso a mobilisé la somme de plus de milliards de francs CFA afin de lancer une campagne de riposte au coronavirus et de venir en aide à des populations qui vivent dans des situations précaires dues à la dite maladie et à l'insécurité que traverse notre pays. Nous avons pu identifier 3200 ménages qui seront bénéficiaires de ce projet-là et nous allons aussi renforcer les capacités des structures sanitaires diocésaines et aussi 250 personnes en situation de handicap qui vont bénéficier de ce projet. Le projet de riposte contre le Covid-19 de l'Église catholique du Burkina bénéficie du soutien de Caritas Suisse et de Catwell et le lancement a été une occasion de rappeler les gestes barrières et d'éviter le relâchement qui pourrait favoriser le rebond de la maladie.
Entre les archidiocèses de Séoul et de Ouagadougou, point de distance, une coopération agissante depuis belle lurette. Le partenaire sud-coréen fait don d'une ambulance à l'archevêché de Ouagadougou, du matériel roulant remis hier au profit de l'hôpital Paul VI. C'est le point en image avec Adama Guiti et Sekou Zango. Une ambulance flambant neuve au profit de l'hôpital Paul VI de Ouagadougou. Ce don est de l'archidiocèse de Séoul en Corée du Sud. Et cette ambulance, d'une valeur d'environ 25 millions de francs CFA, est le fruit de la coopération entre deux archidiocèses. Nous sommes réunis pour commémorer l'amitié entre les peuples, l'amitié entre les églises sœurs. Donc l'église sœur de Séoul, par son pasteur, a déjà rendu visite à l'église de Burkina Faso, l'archidiocèse de Ouagadougou, en 2018. Et cette visite a porté fruit. Ça a consolidé l'amitié entre nos deux églises. Et ce que nous célébrons aujourd'hui n'est rien d'autre que le fruit de cette amitié. Diakfa et le constructeur automobile Hyundai, partenaire de l'archidiocèse de Séoul, sont tous engagés au Burkina et ailleurs dans le domaine humanitaire. Mais Hyundai, comme je l'ai dit, est très engagé dans l'aide aux personnes les plus démunies. Elle a ce qu'on appelle, ils appellent ça une politique de responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'une entreprise doit faire des affaires, mais aussi une partie du fruit de ces affaires doit aller à aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et ça, c'est de plus en plus des entreprises dans le monde entier, elles ont ce qu'on appelle une politique de responsabilité sociale, c'est-à-dire de voir comment on peut redonner aux plus démunis une partie de ce qu'on a pu gagner dans l'entreprise. L'archidiocèse de Séoul n'est pas son premier geste. L'hôpital Paul VI a reçu des mains du même donateur, une ambulance en 2018 et un scanner en 2019. Toujours dans le registre santé, le service d'orthopédie-traumatologie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanon de Bobo Dioulasso fait peau neuve après rénovation. Les travaux d'aménagement ont duré 10 mois et l'orthopédie-traumatologie du CHU Sourou Sanon qui ouvre à nouveau ses portes pour des soins plus appropriés. C'était mardi en présence de Lamine Karantao et Karim Sissé. C'est le nouveau visage du service d'orthopédie-traumatologie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanon de Bobo Dioulasso. Un nouveau visage qui vient ainsi améliorer le cadre d'hospitalisation des patients. Il offre au personnel soignant un cadre de travail agréable, toute chose qui permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Cette unité d'hospitalisation a désormais 2 salles que nous appelons aseptiques, si vous voulez VIP, où il y a la possibilité pour nos patients d'avoir la climatisation et des toilettes privées. Et en dehors de cela, il y a un bureau pour un médecin et des toilettes pour le personnel qui ont été aménagées. La rénovation de cette unité d'orthopédie-traumatologie est le fruit d'une convention signée en novembre 2019 entre le centre hospitalier universitaire Sourou Sanon de Bobo Dioulasso et les fondations Wilt Gazen et Ed Lug. Une convention portée par un couple néerlandais dont le mari a été hospitalisé ici de suite d'un accident de la circulation. Ils ont eu aller à l'urgence avec beaucoup de rigueur. Ils ont été très bien reçus avec beaucoup de vigilance. Le docteur Solama, il a vu la gravité de la situation et il a fait avec son équipe un travail magnifique. Et c'est ça qui a en fait sauvé la vie de Peter. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour la rénovation de ces services. La contribution financière des 2 fondations s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Hier, 5 août, journée nationale de l'arbre, 2e édition, sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique ». Pour en parler, on s'invite au camp militaire Nazibouni à Dédougou. C'est là que la région de la boucle du Moun sacrifie à la tradition du planter utile en mettant en terre environ 2000 plants. Samson Bacheno et Karim Ouedraogo, reportage. Le gouverneur donne le top départ de la campagne de reforestation dans la région de la boucle du Mouhoun.
Au total, 2000 plants vont être mis en terre dans les 6 provinces que compte la région. Il est prévu la mise en terre de 500 plants sur le site du nouveau camp du 23e RIC, composé essentiellement d'espèces utilitaires locales. J'invite tous les acteurs à prendre au sérieux les reboisements en plantant utiles, mais surtout à protéger et entretenir les plants. Comme on le dit, qui plante un arbre et l'entretient n'a pas vécu inutilement. Aussi voudrais-je vous inviter, tout un chacun ici présent, à planter un arbre et à l'entretenir pour assurer pleinement votre rôle dans la lutte contre la déforestation et la dégradation de nos forêts pour le bonheur de l'ensemble de la population. Les 1500 autres plants seront mis en terre dans des sites sécurisés de la région. Pour cette deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre, plusieurs activités sont menées à cette occasion dans l'objectif de restaurer les forêts et les terres dégradées. Au début, une sensibilisation et faire les piquetages, les trouaisons avant de venir mettre en terre les plants. Et il y a la production des plants qu'on a commencé depuis le mois de janvier pour avoir des plants robustes qui puissent tenir. On a planté l'année passée à Noroktenga. On a évalué, on a un taux de près de 70%. On va recontinuer l'activité là-bas et par un regarnissage, les plants qui sont morts, on va aller les remplacer. Et également, cette campagne aussi, on va également suivre. Cette année, la Journée nationale de l'arbre est célébrée sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique ». À l'international, le Liban appelle au secours au lendemain du drame de Beyrouth, une double explosion qui a fait au moins 137 morts, 4000 blessés et plus de 300 000 sans-abri. Les investigations se poursuivent et l'aide humanitaire convoyée dans la capitale libanaise. Le président français est aussi annoncé. Suivons. Les images de Beyrouth dévastées. Elles tournent en boucle sur les télévisions et les réseaux sociaux depuis la catastrophe, comme s'il fallait les regarder encore et encore pour être sûr que cette tragédie est bien arrivée. Les autorités libanaises poursuivent leurs investigations pour comprendre ce qui s'est passé. La France a elle aussi ouvert une enquête pour blessures involontaires après qu'au moins 21 de ses ressortissants ont été identifiés parmi les blessés. Un architecte français est décédé dans la catastrophe. Ce drame a fait au moins 135 morts, près de 5000 blessés et des dizaines de disparus. 300 Libanais se retrouvent à la rue, les autres essayent de sauver ce qui leur reste. Regardez tout ça, nous l'aimions cette maison, nous y avons vécu toute notre vie. Quand je suis venue ici chercher ma mère et mon frère, j'ai marché sur l'autoroute. J'ai vu beaucoup de blessés et de morts, c'était un spectacle terrible. De nombreux volontaires ont afflué dans les rues de Beyrouth pour nettoyer, dégager les débris. Certains ont poussé jusqu'aux zones les plus dévastées. Ils sont choqués, tristes, en colère, résignés. Il y a vraiment de quoi pleurer en voyant ça. Le pays est en difficulté. Chaque fois que le Liban fait un pas en avant, il recule ensuite de 10. Que Dieu nous aide, nous et le Liban. Le président français Emmanuel Macron est attendu ce jeudi à Beyrouth. Plusieurs pays, dont la France, ont déjà dépêché des équipes de secouristes et du matériel pour faire face à l'urgence. La sécurité alimentaire pourrait être en jeu. Le port est détruit. Il gérait 60% des importations du pays. Immédiatement après l'explosion, les hôpitaux déjà aux prises avec la pandémie de Covid-19 ont été submergés. Très abîmés par l'explosion, certains établissements ont dû fermer et transférer leurs patients dans d'autres cliniques déjà complètement saturées. Il y a des dégâts sur les 5 étages. Depuis la nuit dernière, nous évacuons les malades vers un champ un peu plus bas et nous leur prodiguons simplement les soins de première nécessité. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth seraient à l'origine de la double explosion. Négligence, accident, soupçon de corruption. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. Retour au Faso pour feuilleter les quotidiens de ce 6 août à lire à la une du nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion meurtrière à Beyrouth au Liban. Au même moment, une autre affaire de nitrate d'ammonium s'éclate au Burkina. Revue de presse signée Vincent Kendrebeogo.
À Beyrouth avec une onde de choc qui va jusqu'en Afrique selon l'observateur Palga. Parlant de cette explosion qui s'est produite au Liban avant-hier, l'Obs évoque un événement apocalyptique dans un pays en reconstruction après de longues années de guerre. L'origine de la catastrophe reste incertaine, mais on sait que c'est le résultat d'une inflammation de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Que faisait une matière aussi dangereuse et en telle quantité au cœur d'une ville de 2 millions d'habitants, d'où est partie l'étincelle meurtrière? Autant de questions sans réponse. L'émotion est allée au-delà du bassin de la Méditerranée et le journal compatit à la douleur du peuple libanais qui vient de vivre une pire tragédie de son histoire. L'onde de choc est-elle alors ressentie jusqu'au Burkina Faso? En tout cas, c'est dans ce contexte qu'une affaire de nitrate d'ammonium s'est éclatée à Ouagadougou, avec une annonce du procureur du Faso qui a saisi la même substance par l'entremise de la douane. Cette annonce du procureur du Faso est reprise in extenso par le pays. L'affaire remonte à 2013. Des sociétés intervenant dans la production d'explosifs au profit des mines importent le fameux nitrate d'ammonium et le déclarent à la douane comme engrais destiné à l'agriculture pour ainsi bénéficier de l'exonération comme prévu par la loi. Fausse déclaration et 2 entreprises sont alors poursuivies pour blanchiment de capitaux, comme titré par Sidoya. J'ai relevé sur la base de documents fournis les infractions de faux et usage de faux en écriture privée de blanchiment de capitaux, écrit le procureur du Faso dans la note publiée dans la presse. Il s'ensuit une saisie pénale des comptes bancaires des sociétés incriminées ainsi que des biens mobiliers, à savoir 14 camions et 9 camions chargés de nitrate d'ammonium. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.